Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, report des élections locales, la polémique continue d'enfler. L'opposition exige le respect du calendrier électoral. Va-t-on vers une impasse politique? Élément de réponse dans un instant. Grogne des présidents des conseils communaux de la jeunesse, ils exigent un accès au financement des jeunes. Devant le préfet de Dakar, ils ont crié leur mécontentement de l'emploi. C'est ce que réclame également le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Ils dénoncent un népotisme dans le recrutement des sortants de la faculté de droit. On vous explique tout dans cette édition. Disparition de 24 pêcheurs en mer en 2 semaines. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux tire la sonnette d'alarme. Les pêcheurs indexent les navires étrangers d'être à l'origine des drames. Ils lancent une balise de détresse à l'attention des autorités dans cette édition. Et puis en sport, 5e journée éliminatoire Cannes 2022. Le Congo accueille le Sénégal demain, vendredi. Objectif pour la tanière, consolider la première place. Nous verrons les enjeux de la rencontre dans la page des sports. Le respect du calendrier électoral, c'est l'exigence des maires de l'opposition. Au risque de s'engouffrer dans un bourbier politique, ils exhortent la majorité à respecter le calendrier républicain. La question commence en revanche à être embarrassante pour le pouvoir. On est tout cela avec Mamadou Fall et Diafar Abba. Le respect du calendrier électoral, une des principales pommes de discorde entre le pouvoir et l'opposition. Reportées déjà à 4 reprises, les élections locales devraient se tenir début 2022, comme indiqué dans le dernier communiqué du Conseil des ministres. Interpellé, la tutelle n'a pas voulu se pencher sur la question. Je vous demande de vous en tenir au communiqué du Conseil des ministres d'hier. Vous avez vu, effectivement, c'est reporté. Je ne peux pas vous me prononcer sur une date. Vous le comprendrez aisément. Pour l'opposition, le pouvoir est en train de faire dans le clair-obscur les locales doivent impérativement se tenir en 2021. Il y a une minorité qui manipule la majorité. On n'a pas besoin de ce report. Les populations en ont marre de ces reports. Il y a des populations qui sont d'accord avec leur maire. Leur maire, n'est-ce pas, est en train d'exécuter un excellent travail. Mais il y en a d'autres qui ne veulent plus voir la couleur de la chemise de leur maire. Donc permettez-leur de changer leur maire. On n'a plus besoin de report. Je demande au président de la République. On n'a pas élu une commission de dialogue politique, on a élu un président de la République qui doit respecter le calendrier électoral. Tu vas aux États-Unis ou en France, toutes les élections sont déjà dans un calendrier électoral. On n'a plus besoin d'un comité qui sert de prétexte pour toujours reporter une élection. Contrairement à son homologue de la Médina, l'édile de Fass, Koloban, Gueule Tapée approuve la décision. Complètement en phase avec le chef de l'État. Vous êtes pour la prorogation de vos mandats? Absolument. Dès l'instant qu'on n'a pas le choix, des élections qu'on aurait dû organiser depuis assez longtemps, depuis 2 ans bientôt, qui n'ont jamais été organisées, pour des raisons qui leur sont propres, que nous ignorons. Si le chef de l'État se lève un jour et qu'il dit que je proroge pour 1 an encore ou 2 ans, il a des raisons que moi j'ignore. Je me plie, je fais le maximum pour être à l'heure le jour qu'il faudra passer aux élections. Le report des élections locales divise la classe politique. Pour certains, mieux vaut les tenir avec assurance et pour d'autres, les reporter signifie le non-respect total du calendrier républicain. Merci Mamadou. Toujours en politique, c'est la saignée du côté de Réumi. En 1 semaine, le parti a vu 3 de ses responsables quitter les rangs. À Thiès, bastion des réumistes, c'est l'étonnement qui prévaut. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Des remous, une cascade de démissions au sein du parti Réumi d'Idrissa Seck. Certains Thiessois sont étonnés face à la cascade de démissions qui rythme souvent le fonctionnement de Réumi. Le rythme de départ est tellement soutenu qu'on est même tenté de dire que les défections c'est dans l'ADN de Réumi. Les principes phares de ce qu'on appelle une gouvernance d'un parti politique ont été complètement bafoués. Par le simple fait qu'on a comme l'impression que le sieur Seck n'a pas eu à convoquer tous les segments de son parti. Et dans un parti, on parle de collégialité, on parle de gouvernance participative. Si le leader prend des décisions et n'informe pas les membres de ce parti-là,
forcément on va peut-être avoir affaire à ce genre de situation. Selon ces analystes politiques, malgré son compagnonnage avec la mouvance présidentielle, Réumi d'Idrissa Seck reste plus que jamais fragile sur le terrain. La présidentielle de 2019 a marqué par un retour en force de Idrissa Seck. C'est des circonstances politiques qui l'ont créé. Je crois que cette situation-là, il devait en profiter pour préparer les élections de 2024. Mais l'entrisme est venu, tout bouleversé. Il est allé rejoindre Macky Sall. Les défections dans le Réumi, c'est en partie dû à des options prises par les leaders de Réumi. Un parti politique doit en permanence faire ce qu'on appelle de l'addition politique. Mais si il y a des défections, forcément on pourra avoir l'impression que la base s'effrite. En tout cas, beaucoup de responsables du parti Réumi de Thiès gardent toutefois l'espoir. Pour eux, ces défections ne peuvent en rien ébranler le parti. Merci cher Anta, et je vous le disais en titre, les présidents des conseils communaux de la jeunesse crient le ras-le-bol. Ils veulent accéder au financement des jeunes et être au cœur des prises de décision. Ils ont exprimé leur amertume devant le préfet de Dakar qui leur avait convié à un CDD sur la problématique de l'employabilité des jeunes, l'employabilité et des financements de la jeunesse. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy, compte rendu. Ils se disent détenteurs de projets mais désorientés. Ces jeunes notent une inadéquation entre la formation et les besoins réels du marché de l'emploi. On a de très grands marchés, le marché de Colobane et aussi le port de pêche qui est le port de pêche de Gueule-Tapée qui sort beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de jeunes qui issus de ce quartier. 110% de la population sénégalaise, particulièrement la commune de Gueule-Tapée-Colobane, sont des jeunes. Bon, les jeunes n'ont pas accès à l'emploi, bien au moins avoir accès à des magasins pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir s'activer ou bien dérouler leurs activités. On nous utilise à porter des t-shirts ou bien à faire une mobilisation et propagande. Je pense que pour aider les jeunes, il faudra les intégrer, les imposer dans les instances de décision. Dans les financements également, ces présidents des conseils communaux de la jeunesse ont fait un diagnostic non complaisant. Je pense que les procédures peuvent être allégées au profit des jeunes pour que l'accès au financement, l'accès à la formation, mais aussi l'accès à l'emploi, parce que ce n'est pas seulement les financements. Les jeunes ont besoin de financement pour entreprendre, mais d'autres ont besoin d'être intégrés dans les structures de l'État, dans le secteur privé, pour pouvoir, parce qu'ils ont déjà subi une formation académique ou bien une formation professionnelle. Toutes ces contraintes majeures du marché du travail, selon eux, est le résultat de l'absence de documents de politique nationale d'emploi. En amont, on nous implique dans les discussions, dans les préparatifs et ainsi de suite, mais en aval, on ne nous implique pas dans la matérialisation des financements des projets. Parce que là, dans les différentes communes, nous constatons réellement que en fait, le financement, c'est comme les Wolof le disent, c'est Kumba Amday, Kumba Amulday. Nous sollicitons à ce qu'on nous implique davantage dans tous les processus, du début à la fin. Parce qu'en tant que structure de jeunesse et en tant qu'institution, je pense qu'on ne peut pas nous sauter. C'est un maillon qu'on ne peut pas sauter dans la matérialisation. Donc c'est ce que nous demandons au préfet, que prochaine fois dans les différents processus qu'on puisse impliquer la jeunesse, en l'occurrence le conseil communal de la jeunesse, pour faire le diagnostic réel de ce qui existe dans les différentes communes. Après ce forum sur la problématique de l'employabilité et du financement de la jeunesse, le préfet de Dakar rassure que les choses vont cette fois-ci changer. Les financements seront disponibles avec plus de transparence. Et puis le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal dénonce un supposé népotisme dans le recrutement des sortants de la faculté de droit. Par ailleurs, ils exigent l'organisation des concours et entrée aux professions libérales. Yves Zalé est le coordinateur interrogé par Fatou Bintou Conté. On a constaté que les diplômés en droit, ils ont un problème d'insertion. C'est-à-dire, ils ont un problème pour pouvoir accéder au métier du droit. Et on a constaté aussi que les professions libérales étaient verrouillées. Comment pouvez-vous expliquer au Sénégal, nous sommes presque bientôt 17 millions de Sénégalais. Nous avons moins de 600 magistrats, alors qu'au minimum, on devait avoir 1000 magistrats. Nous avons moins de 400 avocats, alors qu'on devait avoir au minimum 600 avocats. Nous avons une cinquantaine de notaires, une cinquantaine d'huissiers. Les commissaires priseurs,
il n'y en a presque pas. Les clercs, la profession n'est pas réglementée. Les blocages sont dus à des lobbies qui verrouillent les professions libérales surtout. En complicité avec le ministre de la Justice, M. Malik Sall. Nous exigeons l'ouverture du concours, du notariat, du UG, des commissaires-priseurs, mais aussi la réglementation des clercs. Mais aussi, nous demandons un recrutement en masse de magistrats. Restons dans le domaine de l'emploi. Présent à Ziguinchor, le directeur des infrastructures aéroportuaires juge légitime les revendications des jeunes. Souleymane Diaye annonce des emplois pour les jeunes dans le cadre de la réhabilitation de 4 aéroports dans la région naturelle de Ziguinchor. Le voici avec notre équipe à Ziguinchor. Ce que la jeunesse réclame, elle est légitime. La jeunesse doit avoir de l'emploi. Parce que sans emploi, absolument, on perd notre dignité. C'est tout à fait légitime. Mais néanmoins, je vous rassure ici, moi en tant que directeur des infrastructures aéroportuaires, que bientôt vous allez voir la construction des aéroports comme Ziguinchor, Sédhiou, Kolda ainsi que Cap Skirring. Et qui dit construction d'aéroport va parler d'emploi. Et cet emploi, ou bien ces emplois, on ne pourra les avoir nulle part ailleurs qu'ici en Casamance. C'est au fils de la Casamance de travailler dans ces différents projets. Et je ferai tout, Inch'Allah Rabbi, pour que tous les fils de la Casamance trouvent vraiment de l'emploi, vraiment dans tout ce que nous faisons. Et puis des acteurs de l'artisanat magnifient l'idée du chef de l'État. Vous le savez, le président de la République veut appuyer le secteur de l'artisanat pour lutter toujours contre le chômage des jeunes. Ils invitent l'autorité à agir rapidement. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye Ambour. Le chef de l'État Macky Sall compte sur l'artisanat pour le développement économique et social du pays. Une idée bien appréciée par cet artisan. Il y a beaucoup de gens diplômés qui sont dehors, des bacheliers, bac plus 2, bac plus 3, mais ils préfèrent venir côtoyer un blanc ou une blanche, venir dans une boutique parler, avoir un 5 000, un 2 000 et aller rester à la maison boire du thé. Ça ne fera pas avancer un pays, parce qu'un homme qui veut se marier, avoir une maison ou autre chose plus que ça, ne va pas l'avoir avec ses 2 000 ou 5 000 francs. Dans le communiqué du Conseil des ministres de mercredi dernier, Macky Sall a invité au renforcement des mesures de soutien à l'employabilité des jeunes. Ce bijoutier pense que l'encadrement et les financements peuvent être utiles. Je prends l'exemple sur mon métier. Moi, je suis bijoutier. Aujourd'hui, si j'avais un financement, je pouvais avoir une grande boutique et je pouvais former même plus de 100 jeunes parce que c'est un métier utile. Imagine quelqu'un qui prend du fer pour le transformer. C'est de l'art. Trouvé dans sa boutique, ce maître vannier est en pleine activité. Moussa Gadji exhorte les autorités de ne pas se limiter sur les discours. Pour que le chef de l'État, par exemple son ministère-là, fasse exactement ce qu'il veut, il faut qu'il descende sur le terrain. C'est ça le malheur, parce que les gens, ils restent cloîtrés dans leur bureau et puis prendre des décisions. Non. Il faut venir sur le terrain, rencontrer exactement les artisans, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent et puis comme ça, on pourra les orienter. Dans le département de Bourg, plus de 5000 personnes évoluent dans le secteur de l'artisanat. Oui, Abdourahmane, la pandémie a justement fragilisé les artisans du département de Rufisque. Pour lutter contre la morosité économique, le réseau des artisans a noué un partenariat avec des institutions financières. L'objectif est d'en finir, selon eux, avec l'informel. Écoutons leur secrétaire général, Chertiam, avec notre équipe à Rufisque. L'État doit nous accompagner. Ce qu'il faut, ils doivent augmenter leurs efforts. Bien vrai qu'il y a il paraît qu'ils ont un fonds qui est en train d'aider les jeunes. On les met dans des ateliers et ils ont des bourses et tout, mais aussi c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et le réseau du département de Rufisque, actuellement, est en train de s'organiser. Il se massifie, il sensibilise sur ce point. Parce que tout ce que nous devons avoir
aujourd'hui qui doit venir de l'État, si on n'est pas organisé, on ne va pas l'obtenir. Si on n'est pas formé, on ne doit pas l'obtenir. Aujourd'hui, les banques qui doivent être des partenaires, il faut qu'on soit crédible envers eux. Mais il faut aussi que les banques acceptent de signer des partenariats noués dans une confiance totale des parties en cause. L'actualité, c'est aussi l'abandon du dragage de la brèche de Saint-Louis par une entreprise chinoise qui a provoqué une passe d'armes entre Alun Ndoye, le ministre de la Pêche, et Birahim Seck du Forum Civil sur les réseaux sociaux. Le ministre accuse le coordonnateur du Forum Civil de malhonnêteté après que ce dernier a demandé une reddition des comptes techniques et financiers dans cette affaire de brèche qui pourtant a causé la mort de près de 500 pêcheurs. Restons dans le domaine de la pêche et intéressons-nous à ce chiffre étonnant. En 2 semaines, 24 pêcheurs ont disparu en mer. À l'origine, les navires étrangers, selon l'Union nationale des pêcheurs artisanaux. Selon Pierre Mboup, les navires étrangers percutent leurs pirogues en haute mer. Il était l'invité de la matinale de TFM. De Cap Skirring à Saint-Louis, nous avons dénombré 24 pêcheurs morts en l'espace de 2 semaines. Joal a perdu 5 pêcheurs, idem pour Saint-Louis, Yoff 4 pêcheurs, Yen également 4. La liste est loin d'être exhaustive. Certains sont morts à la suite d'accidents impliquant les navires qui pêchent dans nos côtes. Ils percutent nos pirogues. Nous avons toujours attiré l'attention des autorités sur le danger que constituent ces bateaux. Mais malheureusement, le ministre ne nous écoute pas, les inspecteurs régionaux de pêche non plus. Nos ressources halieutiques sont pillées. Aujourd'hui, plusieurs espèces ont presque disparu. C'est pourquoi nous demandons la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Mais le ministre dit niet. Parce que si nous publions les listes de bateaux, nous savons les conséquences ci ñun la wala ci ñoom. Puis leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est le thème choisi par les femmes du secteur de la pêche pour marquer le mois de mars. Le réseau des femmes de la pêche du Sénégal a fait un plaidoyer sur 8 points pour la protection du métier des femmes du secteur de la pêche artisanale et de la signature du décret de reconnaissance des métiers de la transformation des produits halieutiques. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Aujourd'hui, le secteur de la pêche assure la survie de l'économie nationale. C'est pourquoi ces femmes, venues de plusieurs régions du Sénégal et réunies autour du réseau des femmes de la pêche, réclament la protection des métiers des femmes du secteur de la pêche artisanale ainsi que la signature du décret de reconnaissance des métiers de la transformation artisanale des produits halieutiques. De prendre en compte les demandes des femmes du secteur de la pêche dans l'accès aux fonds de financement, intégrer le REFEPAS dans toutes les instances de prise de décision dans le secteur de la pêche artisanale, de diligenter la signature du décret organisant la transformation artisanale des ressources halieutiques. Le REFEPAS demande également aux autorités en charge de la pêche de doter aux femmes du secteur d'équipements adéquats et de mettre en place un programme de renforcement de capacité. Faire bénéficier aux femmes du secteur des programmes de renforcement de capacité, de doter les femmes du secteur de la pêche artisanale d'équipements adaptés, clés de séchage, fours de dernière génération, cabillons frigoriques, bacs de fermentation. En conclave à Saint-Louis durant 2 jours, le réseau des femmes de la pêche du Sénégal invite les autorités à revaloriser et renforcer les mesures barrières dans les sites de transformation pour mieux combattre la Covid-19. Les femmes réclament également des financements pour assurer la transformation des produits halieutiques. Merci Ousseynou. Pour résoudre les problèmes de la justice, l'heure est à l'application des différentes réformes. C'est le plaidoyer de l'Union des magistrats du Sénégal. L'UMS, vous le savez, a tenu un atelier ce matin sur l'état de droit et l'indépendance de la justice, compte rendu Alassane Ba et Diafaraba. Il ne s'agit plus de réfléchir sur des propositions, mais d'agir et mettre en œuvre les différentes réflexions. Des réformes, il en faut pour une justice de qualité. Si nous avons tenu à inviter les représentants de la société civile
de la presse, de l'université, c'est pour qu'on trouve ensemble les moyens de convaincre les décideurs politiques, parce qu'il n'y a pas de réforme sans que ce soit par la volonté des autorités politiques. C'est donc pour essayer d'inviter et d'amener ces autorités politiques-là à passer au cap de la mise en œuvre de ces réformes-là. Une énième rencontre sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Mais selon le fondateur d'Africa Jom Center, c'est une meilleure réponse pour proposer un traitement à ce qu'ils appellent les pathologies de la démocratie et de l'état de droit. Nous savons effectivement que quand nous avons une justice qui est faible, c'est que déjà, il faut craindre pour notre propre État, pour les assises de notre propre État. C'est extrêmement profond la question de la justice. Si la justice est défaillante, nous pouvons avoir un État défaillant. Il est question aujourd'hui de contribuer à consolider l'ancrage de notre nation dans les principes qui fondent l'état de droit, au premier desquels figure l'indépendance de la justice. La crédibilité est intrinsèquement liée à l'indépendance de la justice. Quand le justiciable a l'impression que la justice qui est là devant lui n'est pas suffisamment indépendante ou impartiale, forcément il y a un réflexe de défiance qui se naît. Et donc c'est conscient de cette corrélation entre indépendance et crédibilité que nous disons que la solution aujourd'hui c'est de renforcer l'indépendance institutionnelle de la justice. Le renforcement de l'indépendance de la justice signifie, selon l'Union des magistrats du Sénégal, plus de garanties pour les droits des citoyens, plus de garanties de crédibilité pour la justice et plus de solidité pour l'état de droit. Merci Alassane. En route vers le forum de Dakar, Youssou N'Dour a reçu cet après-midi l'équipe d'organisation pour faire le point sur cet événement. La deuxième édition se déroulera au musée des civilisations noires du 22 au 24 juin prochain et beaucoup de thèmes seront développés lors du forum, dont l'infrastructure, les mobilités et la digitalisation entre autres. Écoutons là-dessus Maimouna Gueye, membre du comité d'organisation. On est en route vers le forum de Dakar et on a commencé les travaux depuis le lancement le 12 février 2021. On a fait un lancement en ligne. Là, nous sommes en train de signer les partenariats, de faire les démarches. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion pour le chargé du commerce extérieur belge de venir rencontrer l'équipe d'Africa Innovation pour un état des lieux, ensuite voir comment on pense le forum et comment on va faire l'organisation du forum. Ce sera un forum hybride avec une partie en présentiel et une partie en virtuel. Nous avons déjà commencé à travailler sur les plateformes qui vont abriter l'événement. Maintenant, il y a un programme qui sera déroulé sur 3 jours, du 22 au 24 juin. Et en marge de ça, on prévoit un B2B virtuel qui va déjà permettre aux opérateurs économiques qui sont intéressés par cet événement d'avoir le contact déjà au mois de mai. Vivre en ville en 2030, investir, innover, inclure. Donc c'est un thème qui interpelle beaucoup de ministères, beaucoup d'agences, beaucoup d'organismes internationaux et tous ont marqué leur accord et leur intérêt pour ce thème. Important qui vise à promouvoir, renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, qui est la Pépite Academy, qui est un projet qui vise à booster les entreprises sénégalaises à travers des formations, des opportunités d'investissement, des opportunités de partenariat et éventuellement des ouvertures sur l'international. Dans l'actualité sportive, 5e journée éliminatoire CAN 2022. Vous le savez, le Congo accueille le Sénégal déjà qualifié, on le rappelle, ce vendredi. Un match avec beaucoup d'attentes de part et d'autre. Prêt à donner son maximum à l'équipe nationale du Sénégal, c'est la détermination du défenseur latéral gauche Fodé Ballo-Touré, un binational, suivons-le avec l'équipe de communication de la Fédération sénégalaise de football. J'ai vécu avec ma mère toute mon enfance jusqu'à là, à présent. Et j'ai voulu rendre fier ma mère pour tout ce qu'elle m'a fait et j'ai pas hésité à venir au Sénégal. Je suis prêt à 100% à me donner pour la nation. Je ne suis pas venu ici pour faire figuration. Je suis venu pour aider l'équipe et apporter mon expérience que j'ai eue en Ligue 1.
puis football toujours, Snaps Génération Foot, Stade de Mbour, Niary Tally, les deux affiches entre clubs de la Ligue 1 du premier tour de la Coupe de la Ligue à l'issue du tirage au sort. Une compétition à l'arrêt quelques années. On voit tout cela avec Cher Sadibou Diarra et Youssou Barro. La Coupe de la Ligue professionnelle est de retour. La 11e édition après 2 années d'attente. Entre autres affiches de premier tour, Snaps Génération Foot, AS Douane Linguère et Stade de Mbour Niary Tally. On était en léthargie, maintenant on reprend, on s'active. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure aussi, tous les clubs ont été représentés. Nous avons fait un tirage et il y a des matchs chocs, des matchs qui plairont, des matchs qui seront très attractifs. Et c'est ça justement qui fait la saveur de cette ligue et de cette coupe de la ligue aussi. En l'instar de Djambar, détenteur du trophée, 3 autres clubs sont exemptés du premier tour de cette compétition indécise. Et comme dans les critères sportifs, la Coupe du Sénégal quand même, elle peut être prise en considération. Donc Tenguet ne peut pas être représenté 2 fois. Donc on les a classés une fois. Bon, des équipes aussi, fameuses équipes comme Génération Foot. Tout le monde connaît ces 3 années le palmarès de Génération Foot. Et il y a aussi le Jaraf, qui aussi l'année dernière était considéré comme l'équipe qui avait gagné la Coupe du Sénégal. Donc voilà un peu ces facteurs sportifs plutôt qui font que nous les ayons exemptés le premier tour. Vous savez, dans ce championnat, disons, même du Sénégal et dans cette Coupe de la Ligue, pratiquement toutes les équipes se valent. Hein. Il suffit d'un pas pour quitter la Ligue 2 et aller en Ligue 1. Et les gens font des allers-retours. Il y a des équipes qui sont en Ligue 1, l'année prochaine en Ligue 2, ils reviennent en Ligue 1, ainsi de suite. Donc c'est pratiquement les mêmes niveaux de compétences des équipes. Tout simplement peut-être l'engagement et les dispositions à prendre certainement feront la différence. Les rencontres du premier tour de la Coupe de la Ligue, qui vont coïncider au retour du public dans les stades, sont prévues les 1er et 2 avril prochains. Une compétition à l'arrêt depuis des années qui reprend donc ses droits. Merci, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info. Avec vous, Binta Diallo, vous recevez ce soir Monsieur Mahmoud